Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés actions en Europe qui sont en passe de boucler une première semaine positive et même très positive puisque la tendance est encore à la hausse, légèrement à mi-séance en Europe. On progresse de 0,25% sur le CAC 40 parisien. Et au global, le premier bilan hebdomadaire de cette année 2023 sera un bilan très positif puisqu'on aura gagné peut-être jusqu'à 4,5% sur les actions européennes sur ces 5 premières séances de bourse de l'année. Une première semaine donc franchement positive avec une divergence, il faut le noter, qui se confirme entre l'Europe et les États-Unis puisque le marché américain aura connu une première semaine bien moins favorable que le marché action européen. La statistique du jour qui nous intéresse, et nous en discuterons dans un instant avec Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA, c'est l'inflation en zone euro. Première estimation pour le mois de décembre. Est-ce qu'un pic d'inflation a été franchi en zone euro? On aimerait bien pouvoir répondre simplement à cette question. Malheureusement, l'histoire de l'inflation en zone euro est une histoire à double face. Et ce rapport du mois de décembre le montre de manière exacerbée avec une inflation globale qui décélère de manière assez franche, assez marquée et plus rapidement peut-être que ce qu'on pouvait imaginer puisqu'on passe de 10,1 à 9,2% d'inflation globale sur un an en zone euro. En revanche, l'inflation sous-jacente, elle, repart à la hausse après s'être stabilisée pendant les mois d'octobre et de novembre. L'inflation sous-jacente atteint un nouveau pic au mois de décembre à 5,2% et c'est bien cette partie-là de l'inflation qui pose problème, notamment pour la Banque Centrale Européenne qui devrait être confortée dans sa stratégie au moins sur les prochains meetings avec une prochaine hausse de taux de 50 points de base qui avait déjà été signalée très explicitement par Christine Lagarde mi-décembre lors de la dernière réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Enfin, le sujet patrimoine du vendredi, comment bien donner entre les cadeaux, ce qu'on appelle les présents d'usage, les donations, voire le prêt familial, quelle est la meilleure manière de donner et de faire profiter à son entourage. Nous en parlerons avec Aurélie Alamijon qui est directeur au sein de l'ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management et qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Commençons donc avec ce premier chiffre d'inflation pour la zone euro, l'inflation qui concerne le mois de décembre. Première estimation et Gilles Mouek est avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. On aurait sans doute aimé que la surprise soit un peu plus franche. Et c'est vrai que, je le disais, il y a cette histoire un peu double face désormais autour de l'inflation, avec en première lecture une inflation globale qui marque une vraie décélération, peut-être plus vite et plus rapide qu'attendu, plus importante qu'attendue. Et en dessous de ça, une inflation sous-jacente, elle, qui repart à la hausse. Oui, on perd un point de pourcentage sur l'inflation totale et ça, c'est une bonne nouvelle et ça va plus vite que ce qui était escompté. C'est sans doute le double effet de la baisse des prix de gros énergétiques qui est maintenant assez avérée, qui est peut-être temporaire parce qu'elle tient beaucoup à des conditions climatiques qui elles-mêmes sont bien sûr contingentes. Également l'impact, et ça c'est sans doute très fortement le cas en Allemagne, de nouveaux bouclier tarifaire. Mais l'élément problématique, c'est cette accélération de l'inflation sous-jacente, donc l'accélération d'une inflation hors alimentaire et énergie à 5,2% en glissement annuel. Et ça, c'est le signal de la poursuite d'une extension finalement de la pression inflationniste à davantage de secteurs. Mais ce qui est assez frappant, c'est que alors qu'aux États-Unis, on a eu des bonnes nouvelles sur ce front-là aussi. Je rappelle qu'au mois de novembre, on a une inflation sous-jacente qui est sortie inférieure aux attentes. En Europe, on est toujours du mauvais côté des surprises. Et comme vous l'avez dit, on a une BCE qui au mois de décembre
a surpris avec un caractère très, très hawkish de son interprétation et surtout un message très clair sur la poursuite de hausse de taux assez substantielle, au moins au premier trimestre 2023. Mais François Villeroy-Gallo nous dit hier que ça pourrait même continuer assez rapidement au deuxième trimestre 2023. Eh bien, on a le sentiment qu'on n'arrive toujours pas à véritablement prendre le contrôle de cette inflation dans la zone euro, dans un contexte où le ralentissement de l'activité économique qui devait permettre de freiner cette pression des prix, eh bien, les nouvelles qui nous viennent de l'économie réelle ne sont pas si mauvaises que cela. On a eu un indicateur PMI qui est finalement sorti dans le secteur des services, marginalement en territoire de contraction, mais au-dessus des attentes. Donc si on se met dans les chaussons d'un faucon à la BCE, eh bien on a envie de taper plus fort et plus longtemps. On peut imaginer, à ce qu'on observe sur le mois de décembre, c'est-à-dire cette décélération de l'inflation globale et en même temps une inflation sous-jacente qui repart. C'est un schéma qui peut se répéter pendant quelques temps encore, Gilles, parce qu'on imagine à un moment que si l'inflation globale décélère, la diffusion va quand même se calmer dans l'économie. Alors il y a effectivement la bonne tenue de l'activité, la résistance du marché de l'emploi et du marché du travail. On n'est pas non plus dans des surchauffes salariales qui soient délirantes aujourd'hui en zone euro. Non, c'est vrai. Alors, on peut effectivement faire l'hypothèse que la transmission mécanique de l'augmentation des prix de l'énergie va commencer à se réduire, qu'il y ait un temps de retard. Moi, l'exemple que je prends toujours pour donner une image un peu intuitive de cela, c'est que l'inflation sous-jacente, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne s'agit pas d'un choc énergétique. Par exemple, si le prix des coupes de cheveux accélère, c'est peut-être tout simplement parce que les coiffeurs payent plus cher leurs factures énergétiques pour chauffer leur salon de coiffure et qu'ils le répercutent dans la hausse de leur prix, ce qui ne veut pas dire qu'on soit véritablement dans une accélération endogène de l'inflation. Ça, ce serait plutôt si on voyait effectivement une accélération très forte des salaires, où là, la boucle prix-salaire se met en place. Mais j'ai l'impression que la BCE, quelque part, ne veut pas prendre ce risque-là. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir effectivement cette approche très progressive, très graduelle, dans laquelle on se dit, voilà, on voit bien que les prix énergétiques commencent à se calmer, laissons-nous 2 ou 3 mois pour vérifier que ça commence à impacter aussi la composante énergétique de l'inflation sous-jacente avant de prendre une décision très forte de hausse des taux, parce qu'effectivement pour l'instant il n'y a pas de signe si tangible que cela d'une accélération forte des salaires, mais ce n'est pas l'option prise par la BCE. On a au contraire une option de dire envoyons tout de suite un signal aux négociateurs salariaux en particulier pour leur dire que sous aucun prétexte la BCE n'acceptera de laisser se développer une inflation persistante. Donc moi j'ai revu de manière assez drastique mes anticipations sur les taux directeurs de la BCE lors de la conférence de presse du mois de décembre, parce que j'étais plutôt dans cette optique graduelle. Ils ont amené les taux directeurs en gros dans la fourchette haute des taux neutres. Avant de passer véritablement au territoire restrictif, ils vont se donner un peu de temps, ils vont regarder comment la transmission se passe. Et clairement, la décision a été prise déjà d'aller directement au territoire restrictif. On a une BCE qui, encore une fois, ne veut pas prendre le risque de voir le début du commencement du soupçon d'une spirale, d'une boucle prix-salaire se mettre en place. Si la BCE ne veut pas prendre ce risque, effectivement, Gilles, et donc ne pas relâcher trop tôt ou trop préventivement ses efforts de lutte contre l'inflation, quel type de risque va-t-elle faire porter en amenant son taux de dépôt à 3,25, 3,50 peut-être 4, chez certains c'est déjà quelque chose qui est du domaine du possible. Quel type de risque est-ce que cette situation fera porter sur l'économie réelle, le financement des États en zone euro ? Non, c'est là où on peut commencer à être un tout petit peu inquiet, au sens où, encore une fois, tant que la BCE passait d'un territoire très accommodant à un territoire neutre, les conséquences en termes de coûts de refinancement étaient probablement assez réduites, et la politique monétaire en soi n'avait probablement pas d'impact lourd sur la décision d'investir ou d'embaucher. Quand on rentre en territoire restrictif et quand on est prêt à y aller vite et longtemps,
Là, on peut avoir le début d'un changement d'attitude de la part des décideurs économiques, que ce soit les entreprises, les ménages ou les gouvernements. Et un des soucis qui moi, m'inquiète un peu, c'est que on a toujours tendance à raisonner de manière linéaire, et les banques centrales raisonnent aussi de manière linéaire, qui est que pour chaque point de pourcentage de durcissement des conditions monétaires, on aurait un X point de pourcentage de réduction de l'activité économique. Mais parfois, les choses ne sont pas linéaires. Souvent, d'ailleurs, les choses ne sont pas linéaires. C'est-à-dire que on peut être dans une situation où, en dépit du durcissement des conditions monétaires, la conjoncture résiste, et c'est le cas aux États-Unis comme en Europe pendant toute l'année 2022. On a l'impression qu'il ne se passe rien, que les banques centrales peuvent aller très loin dans le durcissement des politiques monétaires avant que le marché du travail réagisse, avant que l'économie réelle réagisse, et puis tout d'un coup, ça casse. Et ça, c'est ce qu'on va tous regarder, je pense, au cours du premier semestre 2023. Est-ce qu'on est dans une situation où tout d'un coup, il y a une prise de conscience d'un durcissement réel des conditions financières? On sait déjà, quand on lit les enquêtes réalisées auprès des banques, qu'il y a un durcissement des conditions d'octroi de crédit. Et donc ça peut se terminer, ça peut avoir comme effet une espèce de rupture forte, brutale, des intentions de dépenses des entreprises et des ménages. Et ça peut nous amener à une correction de l'activité économique beaucoup plus brutale que celle que l'on a vue jusqu'à présent. Donc c'est ça le risque, c'est de croire que puisque jusqu'à présent rien ne s'est passé, tout continuera comme cela en 2023. Sur la séquence 2023, Gilles, il faut commencer à imaginer effectivement une BCE qui va être, pour un temps en tout cas, beaucoup plus hawkish que la Réserve fédérale américaine? C'est-à-dire que ça commence à me frapper. C'est-à-dire qu'on a une Fed qui a amené son taux directeur en territoire restrictif, un territoire assez clairement restrictif maintenant, qui dit clairement on va continuer à remonter nos taux, mais probablement à un rythme plus faible. Et sa vraie ligne de défense aujourd'hui, c'est de dire de plus en plus clairement au marché, vous avez tort de pricer une baisse des taux. Mais on sent bien que, au-delà de 5% de taux directeur, on n'ira pas forcément très très loin. Et c'est en gros ce que le marché price. C'est-à-dire que l'écart entre la Fed et le marché, c'est sur la deuxième partie de 2023 et c'est sur la baisse des taux. Mais sur le quantum de hausse de taux qui nous reste devant nous d'ici à la fin du printemps 2023, on a un alignement entre le marché et la Fed. Et côté BCE, c'est assez différent. On a une BCE qui a choqué en fait les anticipations de marché de manière assez forte au mois de décembre, qui clairement veut continuer à tenir un discours extrêmement dur. Et ça peut finir par avoir un impact assez intéressant sur le taux de change. C'est-à-dire que on était dans une épure en 2022, en tout cas jusqu'à l'extrême fin 2022, dans laquelle on pouvait se dire, même si la BCE devient elle aussi plus hawkish, il va rester un écart de taux extrêmement important entre les deux banques centrales. Et ça, c'est cohérent avec une extrême faiblesse de l'euro. Et là, on peut commencer à se dire, attention, on peut se retrouver vers le milieu de l'année 2023 avec une Fed qui arrête, qui commence à parler de manière plus d'office, qui commence à prendre confiance en fait dans le ralentissement de l'inflation, et au contraire une BCE qui elle continue à parler très très durement. Et ça peut faire remonter l'euro d'une manière un peu rapide. Et d'ailleurs c'est peut-être ce qui est recherché par le Conseil des gouverneurs de la BCE. On sait que la faiblesse de l'euro en 2022 était un souci pour eux. Elle accentue bien évidemment les pressions inflationnistes via l'inflation importée. Et donc de tenir ce discours très dur et progressivement de créer une espèce de différence de ton avec la Fed au cours du premier semestre 2023, ça peut être en fait une stratégie tout à fait consciente de la part du Conseil des gouverneurs. Oui. N'oublions pas que le discours des banques centrales est également un outil de politique monétaire à part entière. Merci beaucoup Gilles. Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA, qui était avec nous en visioconférence dans Smart Bourse à la mi-journée. Et le vendredi, c'est l'heure du patrimoine également dans Smart Bourse avec Aurélie Alamijon qui est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Aurélie. Bonjour Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur à l'ingénierie patrimoniale chez Natixis Wealth Management avec un sujet, un beau sujet. C'est la question de savoir comment est-ce qu'on donne à ses proches, à son entourage.
il y a plusieurs manières de faire. Vous allez nous expliquer effectivement les différentes manières de faire et quelles sont les règles à avoir en tête. Mais oui, c'est un vrai sujet patrimonial. Alors, généralement, on en parle en fin d'année parce que Noël, parce que les étrennes, etc. Fêtes, voilà. Mais c'est un sujet permanent et c'est un sujet qui accompagne la vie patrimoniale bien tout au long de l'existence, d'une Bien certaine sûr. manière. Et comme d'habitude, il faut faire attention, il ne faut pas abuser non plus des dispositifs et toujours avoir en tête que on ne prend pas des décisions gouvernées par les seules règles fiscales, par le seul attrait fiscal, même si effectivement c'est une dimension importante. Il faut aussi considérer les implications juridiques, civiles des choix qui seront opérés en amont. Oui, parce qu'un cadeau, ça peut paraître anodin, ça ne l'est pas forcément Voilà. autant que ce qu'on imagine. On Voilà. appelle ça un présent d'usage, d'ailleurs, dans Exactement. vos métiers. Exactement. Dans notre sphère juridique, un présent d'usage, c'est par définition un cadeau. Ce n'est pas donc une donation. Ça veut dire qu'un présent d'usage va échapper, en fait, au régime à la fois juridique, mais aussi fiscal, des donations. À titre, par exemple, d'illustration, un présent d'usage, n'étant donc pas une libéralité, ne sera pas rapportable à la succession de celui qui l'a consenti. En droit français, la loi présume qu'effectivement, une donation qui est consentie à ses héritiers est faite avec un principe d'égalité. Et pour assurer justement cette égalité entre les différents héritiers, on considère que ce que l'un a pu recevoir à part par donation-partage, qui est un cas particulier, mais par une donation, il doit la rapporter à la succession pour que les autres ne soient pas pénalisés. Là, c'est un petit plus hors succession. Le présent d'usage, C'est ça. voilà, c'est vraiment un cadeau. Et au plan fiscal, effectivement, ce n'est pas fiscalisé, puisque l'on n'est pas en présence d'une donation. Mais attention, pour pouvoir obéir à ces règles-là, le présent d'usage, au moins au plan fiscal, doit obéir à un certain nombre de règles qu'il convient de respecter. La première, qui est assez, je dirais, plus facile à appréhender, parce que elle est rattachée à un événement. En fait, le présent doit être effectivement consenti à l'occasion d'un événement particulier. Alors, on évoquait les fêtes. Alors, aujourd'hui, on est passé les fêtes. Effectivement, là, on s'adresse plutôt aux personnes pour peut-être rassurer les personnes qui ont pu consentir des présents, par exemple, au moment de Noël. Oui. Parce qu'il faut que ça soit Noël quand est même considéré comme une occasion particulière de ce point de vue. Voilà. Oui. Il faut néanmoins que ça soit rattaché et concomitant à cet événement-là. J'entends. Ça peut être un mariage, ça peut être un événement religieux, un anniversaire important, une réussite à un concours, à un examen. Donc, l'occasion de gratifier quelqu'un. Et le second élément, là, qui en revanche est subjectif et qui fait qu'au final, c'est très difficile de répondre avec certitude sur est-ce que ça sera vraiment une qualification de présent d'usage ou pas, c'est que ce présent d'usage ne doit pas être excessif. Ça rejoint effectivement ce que je disais un petit peu par rapport au fait de ne pas abuser. Et la notion d'Excel est très différente, j'imagine, d'un patrimoine à l'autre. Oui, parce que en c'est l'occurrence. effectivement, on va apprécier par rapport effectivement aux revenus, à la situation de fortune, de patrimoine de la personne qui le consent et à ses habitudes aussi. Donc, bien évidemment, c'est subjectif. D'une personne à une autre, ça sera pas la même conclusion. Mais pour ça, une même somme. c'est à vous de mettre le curseur à peu près au bon endroit. C'est à celui qui transmet. Donc, Et encore une fois, de ne pas tomber dans un excès et dans une disproportion. Donc attention à ne pas abuser des cadeaux et des présents d'usage. Il faut que ça reste occasionnel pour que ça reste justifié, approprié. Et raisonnable, quelque chose qui n'est pas excessif. Bon, on peut aider ses proches via un prêt familial également, qui n'est pas non plus une donation. On reviendra sur le cas de la donation. Ça même, je dirais, rien à voir. C'est effectivement, au final, quelque chose qui va permettre, comme vous le disiez, d'aider un proche ponctuellement. En présence d'un prêt familial, comme son nom l'indique, c'est un prêt. Alors, familial, parce qu'il va être consenti entre des membres d'une même famille. Un parent, par exemple, à son enfant, parce que l'enfant pourrait avoir un besoin de se loger ou de développer un projet professionnel, par exemple. Mais un prêt, ça doit être remboursé. Donc, il y a une obligation de restitution, à la différence d'un cadeau et à la différence aussi d'une donation qui, elle, est consentie sans restitution. Voilà. Donc là, on entre vraiment dans une autre opération une autre juridique, logique. Même si on comprend effectivement que l'idée, c'est de pouvoir donner un coup de pouce à un enfant, par exemple. Comment on s'assure de bien faire les choses quand on veut octroyer un prêt familial à il y a effectivement, c'est un très membre de sa important famille. parce que effectivement, ça peut susciter
des conflits au sein de la famille. Ouais. Puis l'administration fiscale pourrait avoir un intérêt à requalifier le prêt familial en donation. Alors, il y a déjà un premier aspect, c'est la nécessité de recourir à un écrit. C'est pas toujours effectivement évident dans un contexte familial, mais pour autant, d'abord, c'est obligatoire le recours à un écrit à titre d'élément de preuve quand la somme prêtée excède 1 500 €. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis même au-delà, l'écrit, que ce soit un acte sous seing privé ou bien un acte authentique, un acte notarié, aura pour mérite d'encadrer le prêt, c'est-à-dire de prévoir les modalités de celui-ci, la durée, est-ce qu'on prévoit ou non un taux d'intérêt, les échéances de remboursement, bref, toutes ces choses très importantes qui borderont bien en fait l'opération. Parmi les autres aspects, il y a aussi le fait que ce prêt doit être aussi remboursé. Donc, il ne faut pas, à cet égard, prévoir une durée non plus trop longue qui ne serait pas cohérente avec l'espérance de vie de la personne prêteuse. Si on prévoit 50 ans, voilà. Et puis, donc, il faut ce remboursement effectif. Et puis après, au plan fiscal, il y a d'autres aspects, notamment s'il est convenu un intérêt, la personne qui a prêté, qui reçoit donc l'intérêt, qui est rémunéré, devra déclarer l'intérêt dans la catégorie des revenus de capital immobilier en même temps que ses revenus. C'est un revenu imposable, un revenu de placement en quelque sorte. Et puis, il y aura aussi une obligation déclarative pour le prêteur en même temps que ses revenus quand la somme prêtée excède 5 000 €. Et puis bien évidemment, j'aurais dû le dire avant, mais il faudra prendre la précaution d'enregistrer, fiscalement, c'est un acte sous seing privé, ce contrat de prêt pour lui conférer une date certaine et le rendre opposable. Voilà. Un prêt familial qu'on peut requalifier en cours de route d'une certaine manière, si la situation évolue, change et que finalement on s'aperçoit que autant donner c'est tout à fait faisable. À ce moment-là, on régularise une donation et éventuellement, le cas échéant, on paye des droits de donation. Ça, c'est l'autre volet. Là, on rentre dans la sphère libéralité. Voilà, donation. Effectivement, et donc la donation, est-ce qu'il y a des raisons d'ailleurs je sais pas, de préférer les cadeaux, les présents d'usage, le prêt familial? Comment on se positionne la donation effectivement dans cette idée d'aider, de soutenir ou de transmettre tout au long de la vie? Alors encore une fois, le prêt familial et la donation, on l'a bien compris, c'est deux choses complètement différentes. Si on attend effectivement et on compte sur une restitution, ça va être un prêt familial. La donation, vraiment, on abandonne, on s'appauvrit pour enrichir corrélativement le bénéficiaire de la donation, le donataire, avec une intention libérale. Donc là, c'est un univers complètement différent. Au plan fiscal, il y a quand même des avantages à consentir des donations. Je rappelle qu'entre parents et enfants, on va travailler sur la base d'un abattement, c'est-à-dire d'une somme qui va être en fait exonérée, qui est de 100 000 € par parent et par enfant. C'est pas au global. Donc ça, c'est quand même intéressant. Les donations qui sont consenties par des grands-parents à des petits-enfants font aussi l'objet d'un abattement, certes moins élevé, qui est de façon arrondie de l'ordre de 31 800 €. Donc par grands-parents et par petits-enfants. Donc ça permet quand même aussi d'envoyer un certain montant d'actifs vers les générations, en l'occurrence descendantes. Et ça, c'est tous les 15 ans. Donc cet avantage fiscal, c'est ce qu'on appelle la règle du rappel fiscal. Ça se renouvelle tous les 15 ans. Oui, ça veut dire qu'on peut... tous les 15 ans, on va peut-être pas le faire 10 fois dans sa vie, évidemment, mais on peut... Alors, on peut le faire au rythme qu'on veut. Même à la limite, on peut donner peut-être 2-3 fois dans sa vie avec ce type d'horizon de temps, d'une certaine manière. Alors, bien évidemment, il faut commencer pour avoir plusieurs occasions de passer ces 15 ans. C'est le délai actuel, qui peut être amené un jour à être modifié. Il faut commencer à transmettre jeune, pour avoir plusieurs occasions de transmettre. Et puis, il y a un autre aspect aussi qu'on n'a pas évoqué, qui est aussi un autre coup de pouce, c'est qu'une personne de moins de 80 ans peut donner à des personnes donc, dans son cercle familial, donc limitativement énumérées, donc en l'occurrence les enfants, les petits-enfants, jusqu'à 31 865 €. C'est ce qu'on appelle, et à la condition que ça porte sur une somme d'argent, et que le bénéficiaire de la donation, cette fois-ci, soit majeur.
Donc, moins de 80 ans pour le donateur et plus de 18 ans pour le bénéficiaire. Une somme d'argent nécessairement. Donc là, on ne peut pas donner des titres ou autre chose. Forcément, des liquidités. Et là, ça bénéficie aussi d'une exonération. Ces 31 865 sont exonérés. C'est ce qu'on appelle le dispositif des dons familiaux d'espèces. Et ça se renouvelle aussi tous les 15 ans. Donc, il y a quand même, en droit français, en droit fiscal français, quand même différentes occasions. Et puis, encore une fois, et ça rejoint l'idée que j'énonçais au tout départ, qui est de se dire qu'il ne faut pas raisonner que fiscalement. À la limite, si on est animé d'une intention libérale, on peut donner autant que l'on souhaite. Il n'y a pas de limite. Alors évidemment, il y a des règles civiles à respecter par rapport à la réserve héréditaire, la quotité disponible de son patrimoine. Mais ces règles-là que je viens d'énumérer des abattements, c'est fiscal. Donc, il faut toujours vraiment environner la situation dans son ensemble. Oui, c'est ça. C'est quel objectif je veux atteindre. Et on voit bien que tous les dispositifs correspondent à des objectifs à des situations, et des situations différentes. Voilà. Merci beaucoup Aurélie, merci d'être venue avec nous faire le point sur ces cadeaux, donations, prêts familiales, cette manière effectivement de donner, de transmettre à ses proches, avec un rappel des règles aujourd'hui. Aurélie Alamigeon, directeur à l'ingénierie patrimoniale chez Natixis Wealth Management, qui était avec nous en plateau, l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle émission. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.